Bien, je vous salue toutes et toutes. Je ne voulais pas multiplier les expressions depuis évidemment l'ouverture du salon du Bourget, mais il me semblait important avec l'armée de l'air et de l'espace, avec évidemment la délégation générale pour l'armement, mais aussi avec le CNES, dont je suis un des ministres de tutelle, et de plus en plus, à vrai dire, sur le terrain budgétaire, puisque le ministère des Armées va contribuer de plus en plus au financement du CNES par les différentes décisions qui ont été prises récemment par le Premier ministre et Bercy. Et donc ça me semblait utile de faire un point sur la stratégie dite de très haute altitude. Je ne vais pas la détailler ici, je vais revenir sur les points les plus essentiels. Je l'ai endossée il y a de cela maintenant quelques jours en la signant et donc en permettant aussi à l'État, dans ses différentes composantes, au fond de se poser les bonnes questions sur le terrain de la doctrine, mais également de commencer aussi à valider un certain nombre de programmes, soit opérationnels, soit à des fins de recherche ou d'innovation, et évidemment donner des perspectives aux différents acteurs, parce que, au fond, c'est un espace, je vais commencer par là, qui est complexe parce qu'il est gris. Alors, il est gris déjà en termes de droit, parce qu'on est sur, globalement, la zone entre 20 et 100 km. Donc, comme on est dans une zone grise, on n'est pas complètement dans les airs, mais un peu quand même. Mais on n'est pas encore complètement dans l'espace, mais on commence à le tutoyer. Et le commandant pour l'espace des opérations de l'armée de l'air, le général Adam, est quelque part par là. Il est très grand, donc on le voit. On voit aussi que nos stratégies aériennes, pour le coup, je vais dire un mot dans un instant, sont de plus en plus stressées. Je pense que c'est clair que ce qu'on a pu voir il y a quelque temps sur les opérations menées par l'armée ukrainienne en Russie et évidemment sur les différentes frappes auxquelles nous assistons entre l'Iran et Israël montre bien que la question de la défense du ciel, que la détection dans le ciel, que la capacité à intercepter et à mener des opérations dans le ciel est clé. Alors, dans cette zone grise entre 20 et 100, là, la zone est encore évidemment plus floue. Et comme elle est plus floue, elle est sans doute non régulée par le droit, c'est le moins qu'on puisse dire, dans lequel il peut y avoir un fait accompli de puissance militaire qui soit évident. Et je pense que ça a été dit. L'exemple, je crois, désormais le plus grand public, le plus connu, c'est ce fameux ballon chinois qui a réalisé ses approches de renseignement. En tout cas, c'est ce que nos partenaires américains ont cru diagnostiquer, jusqu'à ce que le diagnostic se termine par une interception, comme vous le savez, de ce ballon. Et depuis cet événement, où je venais d'être nommé ministre des Armées depuis un an, si ma mémoire est bonne à l'époque, j'ai donc demandé à l'armée de l'air, et je vous remercie vraiment, mon général, pour le travail que vous avez déployé sous l'autorité de votre chef, en lien avec les différents partenaires, de se dire, au fond, bon, nous, sur tout ce que l'on fait sur notre défense sol-air ou air-air, l'incrément 5 du Rafale, le Santé de nouvelle génération qui arrive, ça a été dit il y a quelques instants, avec le missile Aster B1NT qui va être capable d'intercepter un certain nombre de ces menaces, j'y reviendrai. De l'autre côté, notre programme spatial, classiquement et nativement le très haut du spectre. Le New Space depuis, on était quelques-uns à Vernon vendredi dernier pour Maya Space sur notre lanceur réutilisable sur la courte orbite. Au fond, qu'est-ce qu'on fait, nous, Français, entre 20 et 100 km, pour être très clair. Premier élément, déjà, il n'y a pas de schéma dans lequel on peut parler de tout ça si on est aveugle. Et c'est la question de la détection. Et alors, on a le droit d'être un peu vintage, je vous disais, pour l'ONERA, parce qu'on parle beaucoup des dividendes de la paix. Il faut bien comprendre que pendant toute la guerre froide, des programmes ont existé dans le pays, parfois non sans lien d'ailleurs avec notre dissuasion nucléaire, parce qu'il s'agit aussi de comprendre ce qu'est la détection et l'alerte avancée, et qu'un certain nombre de ces programmes, malheureusement, se sont fracassés sur les décisions budgétaires des années 2000, et dans lequel, alors qu'on avait une montée en puissance et une conquête capacitaire et technologique sur ces sujets, tout d'un coup, les programmes ont été annulés. D'ailleurs, parfois par ceux qui, aujourd'hui, font des commentaires un peu bizarres sur la vitesse de notre armement. C'est un autre débat. Et donc, moi, j'ai décidé de me faire présenter, il y a de cela maintenant quelques mois, au fond, les capacités, là où nous en étions restés, au fond. Et je veux vraiment avoir un premier mot pour l'ONERA, parce que c'est évidemment le projet Nostradamus. Alors, Nostradamus, pour celles et ceux qui sont sachants et connaisseurs, c'est un tout petit peu curieux que de le ressusciter aujourd'hui, parce qu'on est vraiment sur un programme ancien, maintenant on peut le dire, et sur lequel on a décidé de remettre de l'argent. Cette année, en 2025, c'est donc un radar transhorizon, avec des capacités, alors je ne suis pas sachant et ingénieur, mais de tout ce que j'ai compris, des capacités évidemment de vue de longue portée, et en clair, d'être capable de comprendre ce qui nous intéresse dans cette zone entre 20 et 100 km, c'est-à-dire soit ce qui va très très vite, et c'est la question de l'hypervélocité,
soit au contraire ce qui va trop lentement, un ballon, et qui, pour ces deux raisons, sont des situations militaires difficiles à appréhender. Donc il n'y a pas que la grande vitesse, il y a aussi l'hyper-lenteur, qui évidemment est un enjeu clé de détection dans cette zone-là. Et ça, ce radar transhorizon, bon, qui est impressionnant, hein, vous l'avez entendu tout à l'heure, on parle de 12 hectares d'antennes, quelque chose de, quand même d'assez puissant en Normandie, qui permet de voir au fond dans la longue portée. C'est clé pour toutes nos réflexions du moment sur l'alerte avancée. Vous le voyez bien, être capable de tracer ce qui se passe entre deux puissances se frappant l'une et l'autre, être capable de voir non seulement qu'il y a un départ de vecteurs ou de missiles, être capable d'en comprendre la trajectoire est quelque chose de clé. Je ne vais pas trop loin sur le sujet, mais je serai amené à reprendre la parole sous l'autorité du président de la République, je pense, dans les mois qui viendront, parce que la question, non pas de l'alerte avancée, mais des alertes avancées au pluriel, est un sujet de souveraineté et d'autonomie. Vous savez qu'aujourd'hui, nous autres Français, nous utilisons le système américain SIEW, qui nous permet de comprendre, encore en ce moment d'ailleurs, ce qui se passe dans les trajectoires de tir entre l'Iran et Israël, ou entre l'Israël et l'Iran. Mais il est clair que pour nous, puissance militaire nucléaire, puissance militaire conventionnelle, être capable d'avoir nos propres éléments de compréhension d'alerte avancée sont clés. Et c'est la vitrine qui est derrière vous, mesdames et messieurs, avec une capacité spatiale plutôt développée et financée par le Fonds européen de défense qui s'appelle Odin's Eye, qui permet tout simplement de voir quand il y a un départ, par exemple, de tir, et les capacités UHF, plutôt développées par la France et Thales, qui permet de voir aussi les trajectoires. Et donc ça permet de savoir qu'est-ce qui part et où est-ce que ça va. Et évidemment, c'est un sujet clé. Et au milieu de tout ça, Nostradamus, qui vient trouver sa place aussi dans cette affaire et qui va nous permettre d'avoir évidemment des éléments de compréhension sur vraiment des zones dans lesquelles nous avons besoin de multiplier nos capteurs et nos renseignements. Et donc, pour le coup, je crois que c'est 2 millions d'euros, c'est ça, qui seront débloqués cette année pour permettre justement de voir ce qu'il convient de faire ensuite pour affermir encore ce projet. Donc vraiment, je veux remercier l'ONERA, qui est un établissement public du ministère des Armées, mais qui porte évidemment beaucoup de sujets d'innovation, beaucoup de sujets de technologie, qui est une vieille maison, mais qui continue de rendre le service public comme il se doit. Au milieu de tout ça, évidemment, se pose la question d'intercepter. Et vous vous rappelez que la décision américaine n'était pas forcément si facile, parce qu'après les détections, il fallait comprendre. Au-delà des discussions diplomatiques, être capable en plus d'intercepter à coup sûr. Nos aviateurs et pilotes de l'armée de l'air et de l'espace étaient là il y a quelques instants. C'est évidemment la question de la trame chasse et la capacité pour le Rafale, mais aussi d'ailleurs les Mirage 2000, de mener ces interceptions. Je ne rentre pas dans tous les détails, mais le seul fait que le général Bélanger ait décidé d'avoir des campagnes de tir et d'interception où le CNES va nous permettre justement d'avoir des cibles en quelque sorte, en lien avec la DGA, pour être capable aussi, notamment au moment où on prend des décisions sur le Standard 5, puis peut-être demain le SCAF, être en situation aussi de se dire que on est, alors, très haute altitude, à quel moment il n'y a plus d'air. Et par définition, c'est plus vraiment l'aéronautique parce qu'il n'y a plus d'air, ça c'est un enjeu aussi clé. Mais comment, avec nos systèmes d'armes, on est capable justement de garder de la longe et de la profondeur. Donc ça, pour le coup, c'est la première brique opérationnelle militaire après la détection, ou la deuxième plutôt, qui est capable évidemment d'intercepter. Bon, puis ensuite se pose la question, nous, qu'est-ce qu'on envoie dans cette zone-là? Et comme je le dis souvent sur le New Space ou les drones, en essayant d'abord de conquérir la capacité, et ensuite on se posera la question de la morale et de la doctrine qu'on y met. Pardon d'être direct, mais souvent on a voulu commencer par la morale et la doctrine, moyennant quoi on n'a même plus cherché à conquérir aucune des capacités. Et ça, pour moi, c'est un sujet qui est clé. Et je vais vous dire une chose, avant d'aller chercher des théâtres compliqués, c'est clé pour le territoire national. Et je pense très fort à l'outre-mer. J'en étais le ministre. La tyrannie des distances, d'une part, les échelles, d'autre part, doivent nous conduire à avoir un réflexe outre-mer sur ces technologies. La Polynésie, c'est grand comme l'Europe. La Nouvelle-Calédonie, c'est grand comme l'Autriche. La Guyane est grande comme le Portugal. Quand on le dit comme ça, on voit bien que la protection de nos zones économiques exclusives, la capacité à observer ce qui se passe, y compris en Guyane, pour le narcotrafic, la capacité à sécuriser le CNES, c'est-à-dire le Centre spatial guyanais, évidemment à Kourou. Bref, sont autant de sujets de souveraineté où aujourd'hui on le fait de manière un peu classique au fond, par des patrouilles maritimes ou aériennes. Mais là on le voit bien que la THA
permet, cette zone-là, permet de se mettre à bonne distance, c'est-à-dire qu'on est en dessous du New Space. Aller mettre un satellite en orbite que pour faire ça, ça existe, on y réfléchit par ailleurs, je ne vais pas vous raconter d'histoire, mais on se dit que ce que vous êtes en train de développer les uns et les autres peut évidemment nous permettre, au fond, de venir occuper un segment opérationnel dans une zone qui n'est pas militairement durcie, puisqu'a priori on est au-dessus du sol français, donc il n'est pas question évidemment d'y avoir un niveau de contestation qui soit élevé, mais qui nous permet d'avancer. Donc ça, moi je vous remercie pour Balman, puisque évidemment vous êtes là, pardonnez-moi monsieur, je vous cherchais, puisque là aussi c'est un projet qui est suivi par le CNES depuis longtemps. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une très jolie vidéo qui existait sur les comptes du CNES qui explique très bien le concept de Balman, y compris ce que vous apportez avec votre entreprise dans la maîtrise des alliages, des textures, de la cohabitation, si j'ai bien compris, entre l'hélium, l'air, etc. Et ce que le CNES est capable de maîtriser en capacité de lancement et en doctrine de lancement, en savoir-faire de lancement. Pour moi, c'est clé. En début d'année, si vous voulez, on a eu une polémique qui était un peu entretenue sur les décisions du gouvernement d'opter pour Starlink à Mayotte. Bon, enfin, en même temps, c'était clair. Après la catastrophe que nous avions évidemment connue, c'était soit Starlink, soit rien. Et entre nous, même les initiatives d'Iris Carré, Iris Square, menées par la Commission européenne, ne mettront pas les Outre-mer français en priorité, pour des raisons d'ailleurs qu'on peut comprendre. Bon, bah vous voyez bien que Balman opérationnalisé demain, c'est une capacité à avoir, par exemple, au-dessus de Mayotte, une antenne 3, 4 ou 5G qui permettait de restaurer de la connectivité au-dessus de l'archipel. Bon, c'est un cas d'usage très déjà militairement durci et en même temps avec un accent de sécurité civile, mais qui, si vous le transposez à une zone d'opération demain, au hasard dans une zone très brouillée, au hasard dans une zone dans laquelle vous avez une contestation importante, bah, c'est sûr qu'être capable de commencer à déployer ce genre de technologie, bah, vous n'aurez que dans la manche du chef d'état-major de l'armée de l'air ou chef d'état-major des armées, vous aurez que deux solutions potentielles. La première, soit un lancement réactif d'un petit satellite type New Space, Maya, tout ce que nous faisons actuellement pour accompagner le projet, soit dans une autre mesure, évidemment, le lancement d'un ballon de cette nature. Donc ça, c'est clé, parce que ce n'est pas que chez les autres, que certes, un certain nombre de compétiteurs ont pris de l'avance en la matière, mais pour moi, il est clé de devoir rattraper, non pas de retard, parce qu'on n'est pas en retard, c'est plutôt un pays en particulier qui a pris beaucoup d'avance, très à l'est, celui qui a fait parler de lui avec les États-Unis il y a maintenant de cela 2 ans. Mais je pense que là, pour le coup, on est sur quelque chose qui doit avancer et sur lequel nous avons une discussion avec Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, parce que vous le voyez bien, sur la question des narcotrafics, on est sur un usage potentiel de détection, évidemment, qui peut être clé. Et puis ensuite, troisième projet, il nous a été montré, avec évidemment quelques mystères, parce que un certain nombre de ces usages ont été classifiés, c'est Zephyr. Mais Zephyr, bon, là, on est sur quelque chose qui est absolument passionnant, parce qu'il faut bien comprendre que l'enjeu de cette zone, Balman comme Zephyr, au fond, c'est de pouvoir choisir l'endroit et pouvoir l'y maintenir. Parce que vous l'avez dit vous-même, madame, les ballons, c'est pas tellement nouveau. La zone dans laquelle on va, c'est nouveau. Et la capacité, en revanche, à décider de rester à l'endroit dans lequel on a envie que ça reste, pour le coup, c'est ça l'enjeu. Et Zephyr, pour le coup, c'est un enjeu de manœuvrabilité. On parle beaucoup de drones. Bah, être capable de développer, évidemment, des drones dans cette zone qui, par définition, ont de l'autonomie énorme parce que, évidemment, batterie plus panneaux solaires, en tout cas, capacité de recharge solaire, capacité à être détecté difficile. J'y reviens, d'où nos efforts sur Nostradamus, parce que pour le coup, c'est probablement ce qu'il y a de plus fin en matière de détection et qui permet également de traiter la question de la furtivité. Ça, c'est un enjeu qui est clé. Donc là aussi, c'est 2,3 millions d'euros qui vont être mis en expérimentation. Et donc, vous le voyez bien, Nostradamus, Zephyr et Balman correspondent globalement aux 3 projets qu'on souhaite accélérer dès 2025, avec donc des résultats de tests ou d'opérationnalisation rapides cette année qui permettront à la DGA, l'armée de l'air et au CNES de voir ensuite la suite de ces programmes pour voir au fond, y compris dans d'éventuelles décisions que nous pourrions prendre de réarmement prochaine, quelle place ça pourrait y trouver. Et puis dernier projet, celui-là un tout petit peu après, mais enfin c'est demain, 2030, et donc c'est aussi maintenant qu'il faut évidemment se poser les questions, c'est évidemment Stratobus. Donc là aussi c'est un sujet clé, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai déjà dit. Après, le sujet, c'est évidemment l'autonomie.
les charges d'emport et la capacité d'élongation. Et c'est là où Stratobus, évidemment, lui, peut rentrer dans une gamme plus durcie sur des usages militaires, dans lequel, vous voyez, sur des zones d'opération, comment, évidemment, on pourrait avoir besoin de ce que vous nous avez démontré et proposé il y a quelques instants. Et donc là, c'est 10 millions d'euros qui ont été débloqués dans ce qu'on appelle l'A2PM, c'est-à-dire la vie de la programmation militaire, sous enveloppe, donc, qui permet effectivement, pour vous et vos équipes, depuis Istres, de commencer à durcir un tout petit peu le programme et à tenir le calendrier. Voilà ce que je voulais vous dire. En fait, il faut bien comprendre que le monde va très vite, que le Bourget d'il y a 2 ans et le Bourget de cette année, pour le coup, les surprises de ce point de vue ont été nombreuses. Autant que vous voyez le pacte drone qui a été signé à l'instant par la DGA, enfin la suite du pacte drone, pardon, qui a été signé il y a quelques instants par la DGA et l'ingénieur général Reboul, c'est la suite, c'est le droit de suite de ce qu'on a déjà identifié il y a 2 ans sur les drones. Vous voyez que personne ne parlait véritablement de très haute altitude au Salon du Bourget il y a 2 ans. Si, les chercheurs, les experts, les gens de métier, les scientifiques en parlaient. Mais sur une application qui soit non pas grand public, mais en tout cas militarisée, avec des deltas de temps et de délai qui soient aussi courts, pour le coup, ce n'était pas le cas il y a 2 ans. Et donc, il faut déjà se projeter sur le Bourget de dans 2 ans, à quoi ça ressemblera. Et je n'ai aucun doute que, malheureusement, qu'on le veuille ou non, cette zone dans laquelle le droit international ne s'applique guère, je ne suis pas très optimiste sur le fait qu'il s'applique mieux dans 2 ans, au regard des évolutions du monde. Et vous le voyez bien, Proche et Moyen-Orient d'une part, guerre en Ukraine d'autre part, plus ce qui peut se passer dans l'Indo-Pacifique enfin, montre bien que cette zone-là va connaître une militarisation accélérée, comme on l'a connu pour le New Space, comme on l'a connu pour les fonds marins et comme on le connaît pour le cyber. Tout dernier mot, si je prends la parole de manière plus formelle cet après-midi, c'est parce que, pour être très direct, il n'est pas question de revivre ce que nous avons vécu avec les drones. Je l'ai déjà dit de nombreuses reprises, j'y reviens pas. Mais il faut bien comprendre que la très haute altitude, au fond, a des accents de New Space. Parce que des acteurs très différents, plutôt petits, plutôt souples, plutôt ingénieux, s'appuyant beaucoup sur de la R&D ou en tout cas des objets qui sont très duaux. Parfois, la limite entre le civil et le militaire, objectivement, n'est pas si évidente que ça. Sauf que le New Space, par définition, vous avez une dépendance ou en tout cas une contrainte qu'est le lanceur. Vous pouvez avoir la plus belle des avancées dans le garage avec 3 ingénieurs qui font quelque chose de remarquable en matière de New Space. Bah, vous avez évidemment, bravo les équipes Ariane 6, demain bravo les équipes Maya Space, mais enfin, qu'on le veuille ou non, il vous faut prendre le taxi ou le bus pour aller l'envoyer là-haut. Là, on le voit bien en plus que sur la très haute altitude, les moyens d'accès à cette zone-là objectivement sont moins rigides que ne le sont évidemment la question du New Space. Et donc ça, c'est un sujet aussi qui doit particulièrement nous préoccuper, en tout cas nous rendre dynamique de la manière de faire, c'est comment on accompagne tous les acteurs de la très haute altitude à rythme très élevé, très soutenu, en réel, en direct en quelque sorte, pour ne pas aussi vivre les à-coups qu'on peut avoir sur New Space. Là, je pense que pour le coup, c'est un enjeu clé dans notre organisation. En tout cas, merci à toutes et à tous de vous être livrés à cet exercice de présentation pour la première fois de quelques exemples concrets et qui nous permet, pour le ministère des Armées, dans ses différentes composantes, de venir en proposer une doctrine, non seulement industrielle, mais aussi opérationnelle, en s'appuyant sur le CNES. Merci infiniment.